Bonjour et bienvenue dans le garage. C'est toujours la même chose, à la même période, à l'approche de l'hiver, les projets ralentissent ici parce que il fait froid dans l'atelier et j'ai du mal à venir, et quand je viens, j'ai du mal à rester longtemps. Ce qui fait que forcément, je ne vais pas aussi vite que je voudrais et c'est extrêmement frustrant. Heureusement, aujourd'hui, grâce à ça, on va changer ça, enfin j'espère, on va voir. Ça, c'est Vevor qui me l'a envoyé, c'est une copie d'un Webasto. Alors pour ceux qui, comme moi il y a une semaine d'ailleurs, ne savaient pas ce que c'est qu'un Webasto, c'est que vous n'êtes pas van lifer, vous n'avez pas de camping-car ou vous n'avez pas de bateau. Un Webasto, d'abord c'est une marque Webasto, c'est un système de chauffage diesel. Et dans ce carton, j'ai une copie conforme de ce système-là, sauf que c'est pas le système Webasto, c'est le système Vevor, et qu'il est environ 5 fois moins cher que l'original. Alors la différence de prix est énorme, elle se justifie probablement déjà par le fait que c'est une copie et qu'en termes de R&D, on peut s'asseoir dessus, il n'y a pas de frais. Ensuite, la qualité de fabrication n'est certainement pas la même, en tout cas le contrôle du produit fini. Mais surtout, la grosse différence entre le modèle original et celui-ci, c'est que celui-ci, il n'est pas homologable. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que si vous aménagez un van par vos soins et qu'ensuite vous voulez obtenir une carte grise camping-car aménagée, déjà bonne chance parce qu'il y a pas mal de normes, mais surtout avec ce truc-là, vous ne l'obtiendrez jamais. Ce que vous pouvez faire en revanche, c'est faire homologuer votre van et ensuite monter ça. Ça, c'est démontable. Enfin, partiellement, il y a quand même quelques aménagements à faire, on va le voir puisqu'on va le monter. Je vais le déballer, je vous montre ce qu'il y a là-dedans, je vous montre ce que c'est qu'un Webasto, et je vous montre en quoi ce truc-là est portable, mais pas complètement. Alors déjà, on a la notice, un bloc rouge et un petit carton. Alors qu'est-ce qu'on a là-dedans? Donc vous voyez, il y a des poignées, donc ça sous-entend que c'est transportable, mais vous allez voir que finalement pas trop. Alors ce truc qui ressemble à un poste à souder, ça n'en est pas un bien sûr. On a un bloc de commande devant, une télécommande, une buse de sortie d'air pour avoir l'air chaud. Derrière, une ventile, c'est pas ce qu'il y a de plus intéressant. Ce qu'il y a de plus intéressant, c'est ce qu'il y a dedans. Dessus, vous avez un bouchon de réservoir. Les étiquettes collent pas. Ah, il faut défaire le bouchon pour enlever le capot. Alors, le Webasto en tant que tel, en tout cas la copie, c'est cette partie-là. C'est un système de chauffe qui marche au diesel. Donc ici, on a un réservoir de diesel. En quoi c'est transportable le système? En fait, tout est là-dedans. Vous avez le réservoir, une pompe à gasoil, le Webasto. Ici, vous avez des prises pour alimenter en 12 volts. Et oui, parce que c'est prévu pour une voiture, donc c'est prévu pour être monté sur une batterie. De l'autre côté, comme je vous le disais, vous avez le système de commande. Et en fait, c'est tout en un. Une fois que tout est caréné, vous avez tout. Dessous, vous avez une entrée et une sortie. Une entrée d'air pour alimenter la turbine. Enfin, je l'appelle ça une turbine, c'est pas vraiment une turbine. Et une sortie d'échappement. Et cette sortie d'échappement, il va falloir être très prudent avec, parce que la température ici, elle avoisine les 300 degrés. Donc vous pensez bien que ce n'est pas le truc qu'on va juste poser par terre, il va falloir prendre quelques précautions. Mais je vais en reparler. On a une durite ici qui est la durite d'alimentation en carburant. D'ailleurs, je vois qu'elle est complètement pincée, on va revoir ça. Ça ne va pas du tout. Bon, étant donné que c'est un produit Vevor et que la qualité est aléatoire en général, et étant donné également que c'est un système de chauffage diesel qui utilise du gasoil et qui a des caractéristiques potentiellement dangereuses, notamment le fait que la durite de carburant ici, elle passe juste à côté du tuyau d'échappement, j'ai tout démonté pour faire une petite inspection. Et du coup, je vais vous montrer comment ça marche très sommairement. Donc ça, c'est l'équivalent du Webasto. Donc en général, quand on monte ça dans un véhicule, il faut installer la pompe à carburant quelque part, aller tirer une durite jusqu'au réservoir ou mettre un réservoir additionnel. Et là, vous avez vu que tout est livré dans une boîte. Donc, comment ça marche en gros? C'est très simple. Déjà, on va l'ouvrir. Alors, vous ne fiez pas à ce que vous voyez, c'est en fait très simple. On a ici un corps dans lequel on va pulvériser du gasoil. Donc ici, on a une bougie de chauffe, exactement comme sur un moteur diesel quand il est froid.
Cette bougie, elle va venir chauffer la chambre. Donc au début, on va consommer pas mal de courant parce qu'il va falloir alimenter ce truc-là. Donc ça va taper dans les 10-15 ampères pour 12 volts, donc à peu près 120 watts. Et ici, donc, on a la chambre de combustion, un énorme radiateur. Et en fait, l'air va rentrer par ce côté-là. Il va passer à travers les ailettes et il va ressortir grâce à la turbine qui est ici, de ce côté-ci. Voilà, c'est tout simple. On a juste une bougie de chauffe, ici une sonde de température, et ça, c'est une petite carte mère qui permet de gérer tout ça. Bon, de ce côté-là, il n'y a rien qui me choque. En même temps, c'est pas vraiment compliqué, donc c'est compliqué de mal faire. Donc, par contre, on voit bien que la finition n'est pas terrible. Vous voyez, il y a des traces de moulure ici, de coulage, j'allais dire. Mais bon, c'est pas très grave, on s'en fiche de la finition. L'important, c'est que ça fonctionne et que ce soit fiable. C'est surtout la sécurité qui compte aujourd'hui. Ce que je voulais voir surtout, c'est qu'il n'y ait pas de partie très chaude qui soit en contact avec des éléments potentiellement dangereux. Donc ici, c'est pas très chaud, c'est pas le problème. La partie chaude, elle se trouve dessous. Donc vous avez une entrée de carburant ici, une entrée de comburant, c'est-à-dire d'oxygène, et une sortie d'échappement. Et comme je vous disais, l'échappement, je ne sais plus lequel c'est des deux, il faudrait que je regarde la doc, il est extrêmement chaud. Donc là, je zoome un petit peu sur les entrées et sorties, parce que si ça, c'est l'échappement, ça ne va pas aller. Vous voyez, on a une bavure liée au moulage. Et si je monte ici le tuyau d'échappement, en quelque sorte, et ici, ça ne sera pas étanche, et je risque d'avoir du monoxyde de carbone qui va se répandre dans le garage. Et ça, c'est hors de question. Donc c'est pour ça que je voulais vérifier tous ces petits détails. Donc pour le remontage, c'est très simple. Il n'y a pas de clip, il y a juste une partie ici qui vient s'enfiler là-dessous. Voilà. Et devant, on met cette partie-là qu'on visse et c'est fini. Donc pour la partie dessous, comme je disais, il y a une partie qui sera extrêmement chaude. Vous voyez qu'ici, il y a du caoutchouc qui sert à protéger cette plaque. Il ne faut surtout pas l'enlever, évidemment. Donc je vais remonter ça dans sa boîte. Donc là, on est sous le boîtier. Ici, c'est la durite d'alimentation en gasoil. Et comme vous voyez, donc elle est bien coudée. Donc on va réparer ça très simplement. Voilà. Pour info, la durite, elle est dure. Elle n'est pas super souple. Je vais probablement la remplacer, mais pour l'instant, je vais laisser celle d'origine. Bon, je vous ai dispensé du remontage. Il y a juste 4 vis à placer là-dessous. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai vérifié évidemment que ces 4 vis sont serrées correctement et que la durite d'alimentation ici en carburant va être bien serrée aussi. Pour info, quand j'ai démonté la durite, elle n'était pas très bien serrée. Donc, celle que j'ai recoupée, je vais la remettre en place. Et les colliers, je vais les serrer à fond. Alors, au niveau électrique, il n'y a pas grand-chose à vérifier parce que le circuit il est très simple. Donc, comme je vous l'ai dit, une borne positive et négative derrière ici pour le 12 volts. Donc, un fil rouge, un fil noir qui vient sur ce faisceau. Là-dessus, on a une série de câbles qui va jusqu'à la carte mère. Donc, de ce côté-là et de ce côté-ci, c'est le faisceau qui va jusqu'à la carte contrôleur qui se trouve ici. Il n'y a rien de particulier, hormis le fait qu'ici, on a un fusible, et que ce fusible, c'est un fusible automobile, il fait 20 ampères. Alors que si on regarde la plaque ici, on a du 12 volts 40 watts. Et la loi d'Ohm, c'est U égale RI. Là, c'est facile, c'est du 12 volts continu, donc il n'y a pas de racine de 3 ou quoi, on n'est pas sur de l'alternatif. Si on a 12 volts, pour avoir 40 watts, il faut consommer à peu près 3 ampères et pas 20. Donc ça vient du fait que ces 40 watts, c'est probablement la consommation nominale quand la bougie de préchauffe ne tourne pas. Donc pour moi, ces 20 ampères, elles sont largement surdimensionnées. D'autant plus que dans la doc, ils préconisent une alimentation qui prévoit 15 ampères ou plus. Donc 15 ampères serait suffisant. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais remplacer ce fusible par un 15 ampères. De toute façon, je n'ai pas de batterie de voiture et j'ai prévu d'y mettre une alimentation de 15 ampères max. Donc de toute façon, les 20 ampères, on ne les atteindra jamais, ce fusible, il ne servira à rien. C'est pas obligatoire, mais bon, c'est un principe de précaution. Je préfère que ce soit le fusible qui crame plutôt que le système de chauffe. Donc pour résumer, il n'y a rien de bien compliqué. Une alimentation 12 volts qui est censée provenir de la batterie du véhicule, qui va alimenter une pompe à gasoil et un système Webasto qui va prendre de l'air d'un côté, le chauffer et le pulser de l'autre.
par l'intermédiaire du gasoil qui est dans ce réservoir. Donc là, on retrouve tous les éléments qu'on a normalement dans un camping-car un petit peu répartis partout. La pompe à gasoil, le réservoir, le Webasto. C'est en ça que le système est transportable, comme je disais. Je vais maintenant vous expliquer pourquoi c'est pas si transportable que ça. Avec cette unité, il est fourni de la quincaillerie pour fixer les tuyaux, un silencieux avec une petite équerre pour pouvoir le fixer sous le véhicule en théorie, un tuyau d'air qui va vous servir à amener l'air chaud où vous voulez dans le camping-car ou dans le véhicule. Je n'avais pas vu, mais il y a aussi le tuyau d'admission d'air frais avec un pré-filtre à monter dessus. À l'extrémité de ce tuyau, vous avez une bouche d'aération que vous pourrez incliner dans le sens que vous voulez pour orienter le flux d'air. Vous avez aussi du fil pour alimenter le système de chauffage à la batterie et un tube d'échappement. Et c'est cette partie-là qui est dangereuse. Je m'explique. Ce que je vais dire maintenant, attention, c'est pas lié à ce modèle, c'est aussi lié aux originaux. Donc les Webasto originaux, comme les copies, c'est la même chose. Le principal problème avec ce genre de machine, si vous ne les montez pas correctement, c'est que vous allez foutre le feu au camping-car. Voilà, tout simplement. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'échappement qui se trouve dessous, il est extrêmement chaud. Je vous l'ai dit tout à l'heure, la sortie ici, elle va sortir 300 degrés. Et le tuyau qui est là, qui va se monter dessus, il va être bouillant. Or, ce truc-là, vous avez un système, vous voyez, normalement, on le met comme ça. On fait un trou au fond du camping-car, et puis on va mettre à l'extrémité du tuyau le silencieux, donc c'est un pot d'échappement classique. Le problème, la plupart du temps, c'est que les gens, ils font un petit trou comme ça, sauf que 300 degrés autour du petit trou, souvent, ici, là, bah, c'est du contreplaqué, et bah, ça crame, tout simplement. Et si même vous mettez un trou plus gros, et que vous ne protégez pas l'isolant, par exemple, qui se trouve derrière, là, encore une fois, vous pouvez mettre le feu au camping-car. Donc, c'est très important d'aménager une sortie suffisamment grande pour pouvoir laisser la chaleur se dissiper. Donc, l'idéal, c'est de faire un trou d'une dizaine de centimètres, facile. Alors, effectivement, c'est pas facile de se dire dans le camping-car, je vais faire un trou de 10 cm dans mon plancher pour mettre ça. Mais il n'y a pas à tergiverser, c'est pas négociable. Et je disais tout à l'heure que ce système est transportable, mais pas trop, c'est justement à cause de cette conduite d'échappement qui doit passer à travers un trou pour pouvoir passer sous le véhicule. En l'occurrence, moi, ça ne sera pas un véhicule, ça sera le garage. Mais ça veut dire que vous ne pouvez pas juste prendre les poignées de la machine et l'enlever. Ça ne va pas marcher comme ça. D'ailleurs, au passage, notez bien qu'ici, il y a des trous de fixation pour que votre système il reste en place et qu'il ne bouge pas, évidemment. Si le tuyau là, il bouge et qu'il vient toucher le bord de votre trou de 10 cm, ça ne sert à rien de faire un trou de 10 cm. Donc évidemment, ce système-là, vous le fixez. Bon, ça m'énerve de voir cette bavure. Je vais la limer. C'est du beurre. Hein. Donc pour le montage, pour l'entrée d'air, on a un tuyau en espèce d'aluminium ici, avec un pré-filtre, et je l'ai ouvert pour voir ce qu'il y a dedans, je dis pré-filtre, mais en fait, ça va juste vous servir à ne pas absorber des mouches, parce qu'il n'y a rien dedans, même pas une petite grille. Donc les petits moucherons vont pouvoir passer, mais pas les gros moustiques, on va dire. Les femelles vont passer, mais pas les mâles. Voilà. Donc ce truc-là, ça se clipse. Et ça se fixe comme ceci. Donc bien sûr, il y a des colliers qui sont fournis. Le mieux pour raccorder l'entrée d'air sans se tromper au bon endroit ici, c'est de prendre le tuyau d'échappement. Pourquoi? Parce que ces deux entrées et sorties, elles n'ont pas le même diamètre. Il y en a une qui fait 24 mm et l'autre qui fait 25. Alors à l'œil, ça ne se voit pas. Par contre, avec le tuyau d'échappement, c'est très simple. Il passe sur l'embout de 24 et il ne passe pas sur l'embout de 25. Ce qui m'arrange pas mal parce que l'embout de 25, c'est celui où il y avait les bavures. Donc ça veut dire qu'ici, je vais peut-être pouvoir avoir un échappement étanche. Donc je vais passer le tuyau par ce trou ici. Donc là, on est à l'arrière de la machine. Et je vais le fixer comme ça. Encore une fois, avec un collier. Et pour le vissage, il y a moyen de passer un tournevis par là.
Alors, pour la fixation du tuyau d'échappement, j'ai des très gros doutes quant à la fiabilité de ces colliers de serrage. Ils sont merdiques, c'est le terme technique, je crois, pour dire que c'est pas de la bonne qualité. Donc, c'est franchement pas terrible. Alors, pour l'instant, je vais monter ça parce que j'ai rien d'autre, mais je vais probablement acheter des colliers plus costauds, plus larges et plus épais. Parce que là, ça va quand même monter très fort en température, ça. Je ne vais pas m'embêter, je vais le préserrer d'abord. La marge. Voilà. Et maintenant, je vais pouvoir serrer comme il faut. Donc évidemment, il va falloir vérifier l'étanchéité ici, parce que là, c'est sorti de monoxyde de carbone, bien évidemment, plus autre cochonnerie toxique. Donc ça veut dire que quand vous achetez ça, et ben avec, vous achetez ça, un détecteur de gaz CO, CO1, CO2, monoxyde et dioxyde de carbone. Et vous l'installez dans l'atelier ou dans le camping-car. Alors pour l'instant, ça ressemble à ça. Ici, on a une entrée d'air que vous ne voyez pas, et c'est l'air qui va être chauffé qui va rentrer par ici, qui va rentrer dans le Webasto et qui va ressortir par l'autre côté. Cette entrée d'air-là, c'est l'entrée d'air pour la combustion. Elle va rentrer par ici, et elle va ressortir par ce tuyau d'échappement extrêmement chaud. Donc déjà, première chose, au bout de ce tuyau d'échappement, il y a non pas un pot d'échappement, mais un silencieux. Et ce truc-là, il a un sens. On a dessus un trou pour le fixer. On a de livrer avec une équerre pour le fixer également, et des vis auto-perforantes pour le fixer sur une carrosserie. Mais on a aussi, ici, un trou qui sert à évacuer l'humidité. Donc le pot d'échappement, il va se mettre dans ce sens-là idéalement. Si vous le montez en travers, vous pouvez faire un petit trou ici. Voilà, donc ça va se mettre au bout là avec un collier, monté donc comme ça, avec les colliers pourris. Donc pour l'instant, je laisse ces colliers parce que je suis en phase de test. Cette machine, je ne l'ai pas dit encore, elle a une puissance de chauffe de 5 kW. Je ne sais pas si ça sera suffisant pour le garage, sachant qu'il fait environ 50 mètres carrés. Et que ce truc-là, il est prévu pour un camping-car. Pour un camping-car, ça surchauffe, ça c'est clair, je le sais, mais pour 50 mètres carrés, c'est peut-être pas la même chose. Donc avant d'investir dans du matériel de qualité pour que ce truc dure longtemps, je vais d'abord faire en sorte de vérifier qu'il soit utile. Si le système de chauffage est suffisant pour mon garage, ce que je souhaite, eh ben je vais fiabiliser le truc. Je vais déjà remplacer les durites rigides ici par des durites souples. Je vais aussi changer les bagues de serrage par des bagues bien plus solides et qui résisteront à 300 degrés de température. Et je vais aussi mettre un tuyau d'échappement plus long. Je sais qu'il en existe en 1 mètre. Là, il doit faire 50 cm. Pourquoi ? Parce que s'il fait 300 degrés, je vais le faire courir dans le garage avant de sortir dehors pour pouvoir profiter aussi de sa chaleur. Parce qu'il n'y a pas que l'air qui va chauffer, il y a aussi ce tuyau-là. Mais en attendant de valider ça, je vais le laisser comme ça. Alors, si je relève la machine, vous pouvez constater que je ne peux pas la mettre debout. Et c'est normal. Pourquoi ? Parce que normalement, ce tuyau-là, il est prévu pour passer dans un trou, et donc il est prévu pour partir tout droit. Il ne peut pas se couder suffisamment pour pouvoir passer sous la machine. Donc il va falloir que je fasse un support plus haut, pour surélever la pétoire, donc ça c'est pas un souci. Ah oui, il y a un détail important que je vous ai pas dit encore, c'est que la machine elle est livrée avec une télécommande. Sur la face avant de la machine, vous avez un boîtier de commande qui permet de la piloter, mais vous avez aussi livré avec une télécommande, avec 4 boutons on-off, plus et moins, qui vous permet donc de mettre en route et d'arrêter la machine et de régler la température. Et ça c'est pratique dans un camping-car, mais dans l'atelier aussi. Bon, le tuyau pour pouvoir guider l'air chaud, je ne vais pas le monter. Pour moi, je vais directement utiliser la buse ici. Donc, je n'aurai pas besoin de ça non plus. Alors voilà pour le montage, ou presque. Je vais encore faire un support ici, mais ça sera 2 bouts de bois, donc ça, je ne vais pas vous le filmer. Qu'est-ce qu'on a en plus dans la boîte ? On a une équerre pour fixer le silencieux qui est au bout de ce tuyau et 2 vis auto-perforantes. Et on a aussi des vis auto-perforantes plus grosses pour pouvoir fixer la machine directement sur le plancher de votre camping-car ou de votre bateau. Et on a aussi 2 bagues qui vont servir à maintenir le pot d'échappement sous le véhicule. Et on a aussi 2 grosses bagues, une pour fixer le tuyau de sortie d'air chaud ici, et l'autre pour fixer la buse directement sur ce même tuyau.
Bon, j'ai fait une petite installation pour le premier essai. Vous voyez que j'ai mis un petit peu de gasoil dans la machine. On voit le niveau ici, c'est très pratique. La machine étant prévue pour être montée dans un véhicule, elle est alimentée en 12 volts. Donc j'ai pas de batterie. Donc j'ai monté une alimentation 12 volts ici, 10 ampères. C'est la seule que j'ai. Donc normalement c'est sous-dimensionné, mais ça va être un bon test. On va voir si la machine a besoin de consommer autant au démarrage, première chose. Et deuxième chose, si ça marche pas, eh ben, on verra les messages d'erreur. Donc on a ici l'entrée d'air pour la carburation. L'échappement, il passe sous la porte de garage qui n'est pas complètement fermée. Ensuite, l'air va rentrer par là et normalement sortir réchauffé ici. Au niveau de l'écran de contrôle, on a un bouton marche-arrêt, un bouton pour baisser les valeurs, monter les valeurs, un bouton pour valider, OK, et un bouton de paramètres. Au niveau de l'affichage, vous voyez la température dans le garage, il fait 1 degré ou 0, ça dépend du moment, donc pas beaucoup. Ici, vous voyez la tension de la batterie, et en dessous, vous avez un schéma du Webasto, et vous voyez quelques petits symboles bleus. Pour l'instant, pas grand-chose parce que la machine est arrêtée, et ce voyant rouge ici indique justement que la machine est arrêtée. Pour le premier démarrage, il ne suffit pas d'appuyer sur le bouton de mise en route parce qu'en fait, tout le circuit d'alimentation en gasoil est vide. Vous voyez, les durites sont vides ici. Donc, il va d'abord falloir amorcer le circuit. Pour ça, il y a une procédure spécifique. Il va falloir appuyer à la fois sur plus et moins pour amorcer la pompe à gasoil. Donc, j'appuie là. Et normalement, vous entendez la pompe. Il faut que je laisse appuyer, a priori. Donc vous voyez, le symbole apparaît ici. Si vous regardez la durite ici, vous voyez peut-être que le gasoil est déjà passé dedans. Et il est en train d'arriver là. Vous voyez les bulles d'air peut-être? Je ne sais pas si c'est très visible. Donc il faut garder comme ça les doigts sur les deux boutons jusqu'à ce que le combustible arrive dans le Webasto. Donc il ne faut pas trop amorcer parce que sinon c'est comme quand on noie un moteur. Vous allez faire un premier démarrage et ça va fumer blanc parce que tout ne va pas être brûlé. Donc c'est pas terrible. Voilà, a priori le gasoil est arrivé jusqu'en bas. Donc il y a encore pas mal de bulles d'air. On va essayer de démarrer quand même, on va voir ce que ça donne. Alors pour mettre en route, il suffit d'appuyer 2 secondes sur le bouton de marche-arrêt ici. Et hop, là on voit qu'on passe en mode chauffage. On voit a priori qu'il fait froid. Et ici, on a H1. Ça signifie quoi? Ça veut dire que là, on est en mode manuel et qu'on est au premier niveau, donc chauffage modéré, très bas. On voit une prise électrique et on voit aussi que la ventilation tourne doucement. Si j'appuie sur la flèche du haut, je monte en puissance jusqu'au niveau 6. Il y a 6 niveaux. Si je monte encore, je passe en mode automatique et là, j'ai une consigne de température. Je peux passer du mode manuel au mode automatique en passant par le bouton paramètres en appuyant 2 secondes dessus. Donc là, la consigne est de 16 degrés. Donc je vais laisser comme ça. Pour l'instant, ça ne chauffe pas. Et là, on vient d'entendre la pompe qui va amener du gasoil dans le Webasto. Ou dans le Chinasto, comme disent les gens. Donc vous voyez là, le mode de température du corps de chauffe, j'entends, il est géré par la carte mère directement. Donc là, il va probablement se mettre à fond. Ça commence à souffler, l'air n'est pas glacial. Ça sent pas le gasoil. Alors, j'avais vu un petit peu partout que la pompe à gasoil fait du bruit. Effectivement, on l'entend pas mal. Donc ça monte progressivement en puissance. Pour l'instant, l'alimentation tient le choc. Donc au niveau des symboles, ce qu'on voit en dessous, a priori, c'est la pompe à gasoil. Ah, là, l'air est de plus en plus chaud. Pas encore chaud, mais je pense que le gasoil n'est pas encore arrivé dans la chambre de combustion. Alors, c'est assez bruyant, c'est pas gênant du tout, hein. Là, on peut très bien converser. Effectivement, dans un camping-car, ça serait un petit peu bruyant, mais il ne faut pas oublier que tout ça, ça peut être planqué déjà en partie sous le véhicule, pour la partie échappement, et le Webasto dans un placard. Ce qu'il faut surtout, c'est pas obstruer l'entrée d'air. Et idéalement, la pompe à gasoil, on peut aussi la mettre sous le véhicule, je pense. Bon, là, on a de l'air chaud. Ça commence à être pas mal. On a pris 1 degré. Donc pour l'instant, c'est un test. Donc l'installation n'est pas nominale. La sortie d'air chaud ici, qui est déjà bien agréable, elle est juste à côté de la porte qui n'est pas fermée.
Donc forcément, en termes de rendement, on peut faire mieux. Alors le problème de l'installation temporaire ici, c'est pas tant les 4 cm en dessous de la porte ici, c'est plutôt les 30 cm qu'il y a là au-dessus. Là, le froid rentre plus vite qu'on peut chauffer l'air, évidemment. Mais quoi qu'il en soit, je valide du coup mes premiers tests, à savoir une alim 10 A, a priori c'est suffisant. Le fait que la machine fasse du bruit, bon ça je m'en doutais un petit peu. Le fait qu'on sente pas le gasoil, ça c'est bien, ça sent pas non plus les gaz d'échappement. Donc ça c'est cool. Je vais pouvoir faire une installation un petit peu plus pérenne et ce qui va me permettre de fermer cette porte. Au niveau de la télécommande, on va voir si ça marche. Donc là, normalement, j'arrête. Ouais, ça s'arrête. Alors ça s'arrête pas immédiatement parce qu'il faut d'abord que la chambre de combustion soit dégagée de tout le combustible. Donc il faut bien laisser refroidir comme ça, il ne faut surtout pas couper l'alimentation. Au niveau du démarrage, ça ne veut pas. Je pense que d'abord il doit finir son cycle d'arrêt. Vous voyez, il y a encore le symbole ici qui dit que ça chauffe. On entend le ventilo qui se remet en route pour pouvoir refroidir la chambre de combustion. Ça produit encore de la chaleur. Hein. C'est pas mal. Hein. Tiens, on va passer à 3 degrés. Bon voilà, il met quand même quelques minutes à s'arrêter. C'est bon à savoir. Donc le redémarrage, ça ne devrait pas poser de problème maintenant. Voilà, parfait. Bon, ça marche très bien. Hein. C'est nickel, je vais pouvoir remettre le capot. Alors, on est le lendemain, désolé pour le cadrage, hein, c'est très compliqué là parce que j'ai fait une petite installation. J'ai monté le chauffage ici, au-dessus de la porte de garage. Pourquoi? Parce qu'il est à proximité du mur en parpaing et je ne l'ai pas dans les pattes. Et dans le mur en parpaing, j'ai fait un petit trou de 3 cm de diamètre pour pouvoir passer le tuyau d'échappement, ce qui fait que je vais pouvoir faire mes essais maintenant avec la porte fermée. J'ai fait un premier essai en off, je suis passé de 0 degré à 7 degrés en à peu près 25 minutes. Et puis je suis tombé sur un souci. Alors vous voyez, on a un problème erreur 8. Alors l'erreur 8, d'après la doc, parce qu'heureusement c'est documenté, c'est un problème d'alimentation en carburant a priori. Et donc là, ça a été un petit peu compliqué. Il a fallu que j'enlève le capot et je ne peux plus déplacer la machine parce que rappelez-vous, en dessous, il y a le tuyau d'échappement qui passe à travers le mur. Donc elle est plus mobile. J'en ai profité pour faire le plein, j'en ai renversé à côté et là je me suis dit, c'est pas très malin d'avoir mis le réservoir au-dessus du Webasto. Puisque j'avais démonté de toute façon pour l'erreur, j'en ai profité pour tout nettoyer. Et pour l'instant, je vais laisser le réservoir ici, parce qu'on ne sait jamais. Et malheureusement, l'erreur est juste, parce que vous voyez ici, la durite qui est là, elle est jaune, parce qu'il y a du gasoil dedans, et celle-ci, elle est blanche, parce qu'il n'y a rien dedans, il n'y a que de l'air. Donc ça veut dire ça, que l'air est passé dans le réseau d'alimentation, et donc qu'il n'est pas étanche. Du coup, déjà, j'en ai profité pour raccourcir le réseau parce qu'il y avait beaucoup trop de durite, donc j'en ai enlevé un petit peu. Et ensuite, j'ai resserré ici toutes les fixations au niveau de la pompe. Donc maintenant, je vais réenclencher la pompe pour réamorcer le circuit et on verra si y a une fuite encore demain, ce qui voudrait dire que soit il y a une fuite au niveau du réservoir ici, soit il y a une fuite sous la machine. Donc en attendant, pour réamorcer la pompe, je vous rappelle que c'est les boutons flèche du haut et flèche du bas ici. Voilà, on entend la pompe. Je vais attendre que le carburant passe. Bon, il y a toujours de l'air dans le tuyau ici. Par contre, j'ai relancé un cycle de chauffe parce qu'il devait rester du gasoil en bas et j'ai pas envie de noyer le Webasto. Donc j'ai lancé un premier cycle de démarrage. Donc là, on entend effectivement, vous voyez le bruit sourd, là, ça veut dire qu'il est gavé et qu'il y a trop de gasoil dans la chambre de combustion, je pense. Et pour le coup, voilà, ça fume. Ça, c'est peut-être le gasoil que j'ai renversé tout à l'heure. Voilà, donc c'est reparti. Donc au niveau de l'affichage, j'ai potassé un petit peu la doc. Donc ici, comme je disais, c'est la température extérieure. Ici, c'est la température de consigne. Le thermomètre indique qu'on est en mode automatique. La petite flamme rouge, ça veut dire que ça chauffe. La batterie, ça signifie qu'on est en mode batterie. De toute façon, il n'y a pas d'autre mode. Et en dessous, là, ce petit symbole, c'est la pompe. Qu'on entend le petit clac-clac là. Donc le ventilo qui tourne, on a compris. Ça, c'est la température à l'intérieur de la chambre. Hop, vous voyez, on vient de passer en rouge. Et si vous appuyez sur OK ici, vous passez de la température de consigne
à la température à l'intérieur de la chambre de combustion, je veux dire. Donc là, il fait 112 degrés dans la chambre. Et ici, on a la tension de la batterie, donc qui est que à 11 volts, parce qu'à mon avis, l'alimentation de 10 ampères que j'ai mise, que je sais sous-dimensionner, est insuffisante. Donc ça, je vais la remplacer, c'est pas un souci. Je voulais juste savoir si je pouvais avoir des alertes de sous-tension. C'est pas le cas. Donc là, en l'occurrence, avec ce nouveau firmware, c'est le dernier modèle, on n'a pas autant de possibilités de réglage qu'avec les anciens modèles. Sur les anciens modèles, on pouvait régler la fréquence minimale et maximale de la pompe, donc le débit mini et maxi, la vitesse mini et maxi du ventilo, et à partir de ces deux paramètres, on a des paramètres de puissance qui changent. Et donc en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant, les chauffages de 2 kg, 5 kg et 8 kW, c'était les mêmes, c'est juste les réglages qui changeaient. Avec ce nouveau modèle, on n'a pas la possibilité de faire tous ces réglages, mais on a quand même des accès aux paramètres que je vous ai montrés, à savoir la température de la chambre et la pompe. Après, quand on est en cycle de démarrage, je ne vous ai pas montré, mais ici, on a un petit symbole rouge, c'est la bougie de préchauffe, donc on ne la voit pas ici. On a aussi un mode, si j'appuie sur les deux boutons en bas, un mode qui permet de programmer un timer. Donc sur l'ancien contrôleur, on avait l'heure, et donc on pouvait donner 1 heure pour démarrer la machine et 1 heure pour l'arrêter. Ici, on ne peut pas. Par contre, c'est un timer. Donc ici, on a une pendule, donc une programmation on pour mise en route, et elle va démarrer dans 0 heure et 1/10 d'heure, donc dans 6 minutes. Voilà. J'appuie sur paramètres pour passer sur off. Donc là, il va s'éteindre dans 24 heures, en gros. Et je bascule de on à off avec ce bouton-là. OK, donc là, je ne vais pas m'en servir. Je laisse comme ça. Pour pouvoir activer la programmation, il faut appuyer sur les deux boutons du haut. Et là, vous voyez la pendule. Donc on voit qu'il va s'arrêter dans 24 heures, puisqu'il est déjà en route. Voilà. Donc on a moyen de programmer un démarrage et un arrêt. Et on a aussi la possibilité d'utiliser la télécommande, ce qui en soi est bien pratique maintenant que la machine est planquée en haut du garage. Donc vous voyez, on est monté à 9 degrés en quelques minutes, le temps que je discute là. La température de la chambre, elle a baissé à 94 degrés, donc je pense qu'il n'y a plus de gasoil dans la chambre. Puisqu'on a dû arriver sur la bulle d'air, je ne sais pas, on va voir comment ça évolue. Si la température augmente, bah, c'est que le gasoil arrive. Vous voyez, non, là ça diminue. Donc la température descend, donc le gasoil n'arrive plus. La chambre refroidit. On va passer avec l'erreur E8 encore, mais au moins j'ai éliminé le gasoil qui se trouvait en bas et je vais pouvoir réamorcer la pompe sans risquer de noyer la chambre de combustion. Voilà, ça marche bien mieux sans bulle d'air. Allez, on passe au bilan. Bon, pour être franc, au départ, j'avais pas du tout prévu d'utiliser un chauffage au gasoil pour mon garage, mais alors pas du tout. Je travaille le bois, j'avais plutôt envie de mettre un poêle à bois dans lequel j'aurais pu brûler mes chutes et la sûre, mais les circonstances sont ce qu'elles sont. Pour tout vous dire, Vévor m'a contacté pour présenter encore un de leurs produits. J'aurais répondu que j'en avais suffisamment présenté pour l'instant et que je voulais faire une pause dans les présentations. J'ai argumenté avec le fait que dans le garage, il fait 0 degré et que c'est compliqué de travailler dans ces conditions. Et c'est vrai, c'est pas confortable et puis c'est même dangereux parce qu'on a vite fait de se blesser. On est beaucoup moins concentré et surtout, on a la main moins sûre. Mais Vévor a réponse à tout, ils ont de la répartie. Ils m'ont répondu, pas de problème, on t'envoie un chauffage pour ton garage. Bon, bah du coup, moi je connaissais pas du tout ce système, j'ai regardé un petit peu ce que c'est, et puis j'ai fait connaissance avec le monde des systèmes de chauffage des camping-cars. J'ai accepté de tester ce système de chauffage par curiosité, en fait, et puis parce que je me suis dit qu'au pire, j'avais rien à perdre, et peut-être beaucoup à gagner, parce que si le système est efficace, bah, je pourrais aller bricoler plus souvent. Et ça, c'est cool. Et force est de constater que finalement, Vévor avait raison d'insister, parce que ce chauffage est pas si mal. Il est efficace. Il chauffe très vite, même s'il n'est pas prévu pour un volume aussi grand. Je vous rappelle que mon garage fait à peu près 50 mètres carrés et que le chauffage est prévu pour un camping-car ou un bateau. Ce ne sont pas du tout les mêmes volumes. Et pourtant, le garage, il se réchauffe de 10 degrés en quoi 20 minutes. C'est une performance excellente et inespérée pour ma part. Le premier test avait donné 7 degrés en 25 minutes, mais c'était avec des bulles d'air dans le circuit d'alimentation de gasoil et surtout avec la porte de garage entrouverte. Donc les conditions n'étaient pas idéales. Alors non seulement le chauffage est très performant, mais en plus de ça, la consommation, elle est très réduite. Ça fait maintenant une semaine que je me sers du chauffage tous les jours, donc ça fait 5 jours, et j'utilise le chauffage en moyenne 2 heures par jour,
Sur les 10 heures de fonctionnement au total, il faut compter environ une demi-heure à pleine charge et ensuite la machine régule et travaille la plupart du temps au minimum. Ça nous donne donc 2h30 à fond et 7h30 au minimum environ sur toute la durée de la semaine, là. Donc le réservoir il fait 5 litres et le niveau il a baissé d'à peine 1 cm. Donc a priori j'ai largement de quoi passer l'hiver avec un plein à 8 €. On s'en rend pas vraiment compte à bien y réfléchir, mais quand on y pense, certaines voitures consomment moins de 5 litres de gasoil pour parcourir 100 km. Et quand on sait qu'un moteur thermique qui fonctionne à l'essence ou au gasoil a un rendement plutôt faible, une bonne partie de l'énergie part en chaleur et elle n'est pas transmise aux roues, et ben on se rend compte que le pétrole c'est quand même un produit à très très grand potentiel énergétique. Mais je ne m'étais pas rendu compte jusqu'à maintenant de ça. Ce qui explique aussi pourquoi le niveau du réservoir baisse aussi lentement à mon avis. Parce que là on fait que de la chaleur. Et même si j'aurais préféré brûler mes chutes de bois pour me réchauffer, je suis quand même très satisfait de ce chauffage, qui par ailleurs m'évite d'installer un conduit de cheminée dans le garage. Pour le prix, et quand je parle du prix, c'est aussi bien le prix d'achat que le coût à l'utilisation, c'est une alternative à réfléchir pour un chauffage d'appoint. Pas pour une maison à cause de l'échappement, mais pour un atelier, une cabane de jardin ou une cabane de chasse, ou encore pour un chantier le temps d'une rénovation, franchement c'est à envisager. Parmi les points forts de l'appareil, on trouve évidemment son prix, il coûte environ une centaine d'euros, son coût d'utilisation réduit, c'est dérisoire, sa facilité de mise en œuvre et son efficacité. Mon système là, celui que j'ai testé, il a une puissance de 5 kW, ça je vous l'avais pas dit, il en existe une de 2 kW et une autre de 8 kW. Les seuls points auxquels il faut vraiment faire attention, c'est évidemment le pot d'échappement, qu'il ne faut pas placer n'importe où, et le remplissage de réservoir, étant donné que celui-ci est au-dessus du système de chauffe, mais il existe des systèmes avec le réservoir sur le côté. J'aurais aussi apprécié un système de commande avec une horloge, ce qui aurait permis de programmer plus facilement les mises en route et les arrêts. Ça aurait permis de mettre en œuvre par exemple à 21 h plutôt que dans 15 h. Mais en réalité, je n'utilise pas du tout la programmation du chauffage, même si je pensais le faire initialement pour le mettre en route. En fait, je ne sais jamais à l'avance à quelle heure j'irai bricoler dans le garage, et dans les faits, la télécommande est bien plus pratique qu'un programmateur. J'arrive, je mets en route. Parfois, je pense à mettre en route 10 minutes avant que j'arrive. Grâce à la télécommande, le fait que le système de chauffage soit en hauteur, ça ne me gêne pas du tout. Je peux mettre en route ou arrêter la machine sans être collé dessus. Et le fait de ne pas avoir de programmateur me permet aussi de pouvoir débrancher le chauffage quand je ne m'en sers pas. Donc au final, je suis très satisfait du système. Il est très pratique, en plus d'être efficace et économique. Le seul défaut que j'y trouve, en fait, c'est son bruit. Il n'est pas très fort, et pour les applications pour lesquelles ce système de chauffage est prévu, le bruit n'est pas un problème, en fait. Étant donné que la machine est prévue pour être stockée soit dans un placard, soit dans une soute, l'air chaud arrivant dans la pièce à chauffer, là où on se trouve par la gaine de chauffage, le bruit n'est pas gênant. Donc dans mon cas, le groupe de chauffe, il se trouve directement dans le garage où je suis et j'entends le clac-clac de la pompe et la soufflerie, comme vous l'avez pu le voir sur la vidéo. Alors factuellement, ça me dérange que parce que je tourne des vidéos et que je ne veux pas entendre le clac-clac de la pompe, mais dans un atelier traditionnel de Monsieur Tout-le-Monde, le bruit est absolument pas dérangeant. Même si vous travaillez aux outils à main, donc plutôt en silence, c'est pas un bruit qui vient gâcher les bons moments qu'on passe à l'atelier. J'ai commencé les tests en me disant que si le système de chauffe était trop bruyant, j'avais la solution de mettre tout le bloc à l'extérieur et de faire un trou dans le mur pour passer la gaine d'air chaud, comme c'est prévu finalement. Mais finalement, le système n'est pas très bruyant et j'ai choisi de ne mettre dehors que le tuyau d'échappement et le silencieux, bien sûr. L'avantage de cette configuration, c'est que l'air que je dois réchauffer est pris à l'intérieur du garage et qui nécessitera moins d'énergie pour le réchauffer. Si j'avais mis le chauffage dehors, c'est l'air extérieur qu'il aurait fallu chauffer. Et là, ça aurait consommé un peu plus. Autre avantage de cette configuration, les gaz d'échappement sont rejetés dehors et l'air à réchauffer est aspiré depuis l'intérieur du garage. Il n'y a donc aucune chance que le monoxyde de carbone rejeté soit aspiré et réinjecté dans le garage, même en partie. Et ça, c'est un vrai plus. Et puisque je parle de monoxyde de carbone, je voudrais faire un point sur la sécurité à propos de cet appareil. Il est très important d'évacuer les gaz d'échappement. Le monoxyde de carbone, ça vous tue sans que vous vous en rendiez compte. Ça sert absolument à rien. Il faut aussi veiller à ce que le tuyau d'échappement, qui est assez chaud, tout à l'heure j'ai dit 300 degrés, c'est une bêtise, on est plutôt vers les 150 degrés, mais ce que j'ai dit reste vrai. Ne laissez pas la conduite d'échappement à proximité d'une cloison ou d'un isolant, vous risquez l'incendie. Pour ma part, le tuyau d'échappement, il traverse un parpaing, il n'y a aucun matériau combustible qui se trouve proche de lui, le détecteur de monoxyde de carbone, il est en place et j'ai commandé un extincteur adapté à poudre, classe ABC, comme ça je suis tranquille. Ah oui, il y a quand même un autre défaut. Alors c'est pas très gênant, mais c'est un défaut quand même. Si vous débranchez le système de chauffage, quand vous le rebranchez et que vous démarrez la machine avec la télécommande ou avec le panneau de commande, vous serez systématiquement en mode manuel, pas en mode asservi. Donc si vous voulez avoir une température régulée, il vous faudra quand même appuyer sur le bouton système en haut à gauche du panneau de commande pour pouvoir passer en mode automatique. Voilà. L'autre solution, c'est de laisser le chauffage branché. Dans la pratique, j'avoue que j'ai parfois la flemme de passer en mode automatique puisqu'il faut que je tende le bras pour le faire. Mais étant donné que je reste environ 3 heures dans le garage en moyenne et que je chauffe que les 2 premières heures, le mode manuel est suffisant.
Je mets le chauffage à fond au départ, puis au minimum quand je me sens à l'aise avec la température ambiante, et ça, je peux le faire avec la télécommande. Un dernier point pour finir, si j'en crois YouTube, il est possible de faire tourner le chauffage avec pas mal de choses, du gasoil, du fuel, du pétrole pour poêle de chauffage aussi, ça c'est certain. Si vous avez moyen d'avoir du fuel en petite quantité, vous vous chaufferez encore pour moins cher. Le pétrole pour poêle en ce moment, c'est pas intéressant, il coûte plus cher que le gasoil. Mais il est aussi possible apparemment de le faire fonctionner en brûlant de l'huile de friture refiltrée. Alors certainement pas pure parce qu'elle est trop visqueuse, je pense. Mais je vais faire l'essai de mettre 20% de gasoil dans de l'huile par exemple et on verra ce que ça donne. En plus, personnellement, ça m'arrangerait d'arrêter d'utiliser un carburant fossile et de le remplacer par une huile que finalement je vais recycler. Voilà, je pense que j'ai fait le tour de ce chauffage, qui est une vraie bonne surprise pour moi. J'en suis très content, ça fait un moment que je réfléchis à un système pratique et efficace pour chauffer le garage, et j'ai trouvé un système certes efficace, mais en plus pas cher. Il est parfaitement adapté pour un atelier comme le mien, et en plus c'est un chauffage confort. Si vous voulez voir d'autres produits Vévor, je vous invite à mater cette playlist. Je vous souhaite de bons bricolages, et je vous dis à très bientôt dans le garage. Bisous!